moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, on a des autos électriques qui prennent de plus en plus de place, des camions électriques, des autobus électriques. La grande question était, est-ce qu'un jour, on pourra avoir des avions électriques? Est-ce que ce genre de puissance, de propulsion va pouvoir passer à l'électrique? Est-ce qu'on commence à avoir des réponses? Ben, on espère que oui, Mario, et manifestement, on fait plus qu'espérer, là, puisque ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est qu'il y avait une firme originaire de Suisse qui avait décidé de venir installer certaines de ses installations, notamment dans la fabrication de batteries pour des appareils aériens à batterie, là, donc électrique, tout juste près de Montréal, là, ici, donc à Saint-Hubert. Et donc, l'entreprise a dit avoir déjà accumulé là, plusieurs dizaines de millions de dollars de financement et elle espère investir en tout à peu près 100 millions de dollars au pays. Donc, l'idée, évidemment, étant d'utiliser l'aéroport de Saint-Hubert peut-être comme une espèce d'espace test là, pour éventuellement faire décoller certains de ces appareils. Pour l'instant, Mario, on parle surtout de très courts trajets. Là, donc, c'est certain que avant qu'on fasse Montréal-Paris là, en avion électrique, là, toi et moi, on va peut-être aller sur la Lune avant. Là, mais bref, c'est quand même l'intention éventuellement. Mais pour des plus courts trajets, Mario, ça peut être avantageux. On peut penser notamment... C'est parce que s'il faut arrêter de charger 8 heures aux Açores, ça rallonge le voyage un peu. Mais tu sais, Mario, qu'à une époque, c'était ça, hein, le transport aérien. J'ai lu un super bon livre là, qui s'appelait Constellation. C'était un roman, tu verras, mais qui racontait un peu l'histoire de cet avion, le Constellation. Et il devait s'arrêter plusieurs fois là, entre l'Europe et l'Amérique du Nord pour recharger, donc refueler, dans le fond, à l'époque, avec du kérosène. Donc, encore une fois, là, je pense pas que ce soit ça l'objectif à court terme. C'est plutôt, Mario, je pense, l'intérêt, là, c'est de trouver une espèce de compromis entre l'avion tel qu'on le connaît aujourd'hui puis quelque chose comme un drone. Bon, encore une fois, je pense pas que toi et moi, on a envie d'aller se balader dans un drone, mais par exemple, s'il s'agit de transporter un très petit nombre de personnes ou, par exemple, des marchandises de forte valeur sur des distances, entre guillemets, relativement courtes. Tu te rappelleras, la semaine dernière, Mario, je t'ai parlé de dirigeables. Oui. Dans un autre ordre d'idée, mais je pense que c'est un petit peu ça, dans le fond, de révolutionner le transport aérien des personnes et des marchandises par des façons qui sont évidemment un petit peu plus écologiques du point de vue de l'énergie là, qui sont utilisées pour les alimenter. Donc, l'entreprise H55, comme je le disais, a choisi de s'installer ici au Québec. Évidemment, tu devineras que notre ami, le ministre Fitzgibbon, était de la partie aux côtés de Pablo Rodriguez là, et de d'autres aujourd'hui pour cette annonce-là. Tu veux me parler du prix Nobel d'économie? On est à cette époque de l'année où on remet les prix Nobel et là, c'est l'économiste Claudia Goldin qui l'a reçu. Oui, exactement, Mario. Puis ça fait 2-3 jours, mais je trouvais ça quand même, tu sais, c'est une chronique économique. C'est important de reconnaître les grands moments de la discipline. Puis Madame Goldin, dans le fond, c'est intéressant. Il y a eu dans l'histoire, Mario, 2 femmes qui ont eu des prix Nobel en économie. Il y a eu Madame Ostrom, là, qu'on connaît, qui est une grande économiste, qui est décédée d'ailleurs il y a quelques années, et la franco-américaine Esther Duflo. Mais c'est la première fois qu'une économiste femme l'a toute seule, entre guillemets, c'est-à-dire que les 2 autres fois, c'était les prix Nobel sont généralement décernés en fonction d'une contribution, là, d'un texte, d'un article, d'un livre. Donc, c'était avec d'autres auteurs masculins. Cette fois-ci, Madame Goldin, c'est vraiment... elle reçoit le $1 million toute seule. Bon. Dire ça comme ça. Et c'est pour des travaux qu'elle a fait dans son parcours sur les inégalités de rémunération. Donc, c'est une spécialiste du marché du travail. J'imagine qu'elle doit avoir beaucoup de choses à dire ces temps-ci. Et elle s'est penchée notamment sur toute la question de l'équité salariale, des raisons qui expliquaient pourquoi on rémunérait pas de même façon les hommes et les femmes, puis ensuite d'autres sous-groupes. Là. Donc, c'est quand même assez intéressant du point de vue strictement économique, là, sans rentrer dans le débat là, de la valeur des uns et des autres, d'avoir formulé ça. Je sais pas si tu as vu ça circuler mais sur les médias sociaux ce week-end, Mario, mais c'était quand même drôle. Elle a 77 ans, Madame Goldin, maintenant. Ouais. Elle enseigne encore. Donc, je lui lève mon chapeau. J'espère qu'à 77 ans, je serai encore pleinement actif. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un de ses étudiants qui a pris une photo d'elle au téléphone dans le couloir en train de prendre l'appel qui lui annonçait qu'elle avait gagné le prix Nobel. Ah ouais? Elle est là dans le couloir de la faculté d'économie de Harvard où elle enseigne et
apparemment, là, c'est ce que je lisais dans les médias, elle est retournée en classe puis elle a fini son cours. C'est quand même, pour moi, gagner le prix Nobel, là, c'est comme non, ça, c'est l'accomplissement d'une vie, là. Le gagner le prix Nobel. Elle est sortie dans le couloir, elle a eu l'appel, vous êtes la récipiendaire du prix, puis en plus, c'est avec quand même beaucoup d'argent et tout ça, puis elle est retournée dans le cours, elle a fini la classe, puis évidemment, j'imagine qu'elle a célébré un peu plus tard dans la journée, mais c'est quand même d'une belle humilité, en tout cas, je trouvais ça quand même un peu drôle de tu vois, je pensais qu'un prix Nobel, il annonçait ça comme quand c'est ton anniversaire au East Side Mario's, là, tu sais, qui arrivait une gang avec une chanson. Ouais, c'est un petit, c'est les Suédois, c'est une fondation. OK, les Suédois sont plus sages, ouais, je comprends. Conservatrice, donc non, je comprends. C'est un peu plus boring que ça, malheureusement, donc non. Ouais. Et tu continues de suivre le procès donc de ce PDG le déchu de FTX, géant déchu des crypto-monnaies. Ouais. Oui, ben aujourd'hui, hier et aujourd'hui, là, je pense que c'était la fin aujourd'hui, c'était le témoignage dans le fond de l'ex-copine de M. Bankman-Fried et qui a été aussi, je sais pas si accessoirement, mais principalement dans le cas du procès, la PDG de Alameda Research, qui était l'entreprise qui faisait les placements, l'espèce de hedge fund de FTX. Et donc là, elle s'épand sur tout ça. C'est quand même. Mais c'est déjà quelque chose. Donc lui était le PDG d'une entreprise de crypto-monnaie. Puis celle FTX. Qui était la PDG de la firme de placement associée, c'est sa blonde. Mais tout le monde avait 23 ans, Mario. Là. Fait que déjà, tu sais, c'est comme... Et il gérait 32 milliards de dollars de valeur. Là, fait gérait, c'est un grand mot. En tout cas, il jonglait avec. Et puis c'est ça d'ailleurs ce qu'on apprend, donc plein d'affaires. Déjà, donc apparemment, M. Bankman-Fried aurait dit à Caroline Ellison, donc sa copine et PDG de l'autre entreprise, de fabriquer des documents qui étaient faux, donc des états financiers qui étaient faux, d'envoyer ça à un des principaux bailleurs de fonds qui était Genesis, là, qui était une entreprise qui avait prêté plusieurs milliards de dollars. Donc, il lui aurait instruit de faire ça et elle l'aurait fait. Donc, ce faisant, elle a admis sa culpabilité parce que c'est elle qui a falsifié les documents. L'autre élément qui est quand même intéressant, Mario, et qu'on entend, c'est qu'à partir du moment, là, début 2022, quand le prix des crypto-monnaies, tu te rappelleras, s'est mis là, à s'effondrer, on en avait parlé ensemble à l'époque, Madame Ellison, dont le fonds d'investissement était très actif dans le domaine des cryptos, voyant tout ça s'effondrer, évidemment, elle savait bien là, que ça allait pas très bien finir. Et Mario, elle faisait un suivi de tous les milliards qui étaient investis dans un chiffrier Excel. Je trouve ça quand même... J'espère que Guy Cormier, quand il regarde ce que j'ai dans mon compte en banque, c'est pas un chiffrier Excel. J'imagine qu'il y a comme des systèmes experts un petit peu plus sophistiqués que ça dans les banques et les institutions financières. Puis généralement, effectivement, c'est la norme. Donc, tout ça pour dire que c'était géré un peu n'importe comment. Puis d'ailleurs, tu te rappelleras, Mario, quand le nouveau PDG qui a pris le contrôle là, après la faillite est arrivé, il a dit qu'il n'avait jamais vu de toute sa carrière une entreprise avec aussi peu de suivi documentaire, aussi peu de gestion de risque que chez FTX. Donc, encore une fois, c'est toute cette histoire-là qu'on est en train d'apprendre. Vous pouvez évidemment visionner certaines parties du témoignage. Le New York Times est sur place, fait des rapports à toutes les heures. Mais c'est quand même une belle saga. C'est fou parce que tu nous parles d'une gestion comme complètement loufoque. Mais tu te souviens qu'il y a un an, pas tout à fait un an, il y a 11 mois, tu sais, j'étais à Miami, j'étais allé au football pour au basketball, j'allais une fin de semaine à Miami. Puis à ce moment-là, on était à quelques jours, là, genre je pense que c'est le mercredi d'après que tout a pété, mais moi quand je suis allé au basket de la NBA, le Heat de Miami jouait dans le stade FTX. Là. Ouais, bien sûr, donc bien FTX, c'était une marque prestigieuse, c'était une marque, il y avait l'argent pour donner leur nom, un amphithéâtre de sport, puis le monde était fier, l'équipe était fière, c'était le stade FTX. C'est toute une descente aux enfers, mais en même temps, tu te demandes comment la ballonne à l'hélium a pu gonfler si dur, là, si solide. C'était très lié à la valorisation des crypto-monnaies, Mario. Ouais, je comprends. Puis ça, on a vu, c'est des actifs et ou des moyens de paiement, puis c'est toute l'ambiguïté derrière ça, mais qui est très difficile de valoriser. Je veux dire, demain matin, le Bitcoin, il va valoir 10 fois moins ou 10 fois plus. Personne ne peut vraiment le dire. Ça dépend d'une demande qui est très difficile à cerner. Contrairement au pétrole ou à l'or ou à d'autres choses, il y a une vraie demande qu'on peut un peu estimer dans le futur. Dans le domaine des crypto-monnaies, c'est pratiquement impossible, ce qui fait qu'il y a des immenses fluctuations. Puis donc, quand tu bases tout ton modèle d'affaires sur une valorisation à 66 000 US puis que ça chute à 18 000 US, à un moment donné, les chiffres marchent juste plus. Puis ce qui est particulier, Mario, c'est que
dans d'autres industries, mettons le pétrole, si le prix s'effondre, tu peux dire éventuellement ça va remonter. Mais dans le domaine des crypto-monnaies, ça pourrait aussi aller à zéro. Puis ça, on l'a vu avec de nombreuses crypto-monnaies, le Luna, etc., qui ne se sont jamais redressés, qui sont allés à zéro puis qui sont restés là. Donc, tu peux pas dire à tes investisseurs, soyez patients, dans 6 mois, ça va aller mieux. Donc, contrairement, encore une fois, à beaucoup d'industries traditionnelles, l'industrie des crypto-monnaies est tellement incertaine, est incertaine par définition, que ça fait en sorte que ce qui est arrivé à FTX, inévitablement pourrait arriver à d'autres si on n'est pas un petit peu plus, si on fait pas plus attention justement à la régie interne de ces entreprises. Donc, ça serait assez étonnant que ça finisse bien là, pour M. Bankman-Fried. Ça annonce comme plusieurs années de prison. Le pire scénario, là, selon ce qui pourrait survenir, c'est la vie en prison. Mais bon, certains pensent qu'il pourrait y avoir une forme de clémence. Mais encore une fois, vu les sommes qui ont été perdues, pourrait y avoir une volonté d'en faire un exemple pour toute l'industrie. Puis ce sera intéressant, Mario, quand le jugement sera rendu, de voir comment la valorisation de ces instruments de transaction-là évolue. Est-ce que ça fait chuter le Bitcoin, par exemple? Est-ce que ça envoie un message clair au marché que c'est dangereux, par exemple? En tout cas, je vais être très intrigué de voir comment ça réagit en termes de valorisation. Merci, Francis. À demain. À demain.